Merci de nous suivre sur Espace TV, c'est le 20h. Bonsoir, voici les titres du journal. L'Union africaine a 58 ans ce 25 mai 2021. Depuis la création de cette organisation en 1963, quel apport et quel changement a-t-elle favorisé sur le continent? André Mossi Milimono nous en dira plus dans ce journal. Plusieurs foyers manquent d'électricité à Conakry en cause des câbles de basse tension détruits sur une distance de plus d'1 kilomètre par un conducteur de camion. L'électricité de Guinée est à pied d'œuvre pour rétablir les dommages. Et puis le coup d'État malien intervient dans une crise sanitaire, sociale et politique. La communauté internationale hausse le ton et condamne. L'Afrique célèbre ce 25 mai le 58e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Union africaine. Après sa création en 1963, l'OUA devient UA. Quelques années après, qu'est-ce qui a prévalu à la création de cette institution panafricaine? Quel changement a-t-elle connu au cours de ces dernières années? Éléments de réponse avec André Mossi Milimono et Aboubakar Keke Bangoura. Confiance au peuple qui ne trompe pas. Après la lutte pour les indépendances, il était question aux tout nouveaux chefs d'État africains de fédérer leurs forces pour une politique panafricaine et une économie fiable. C'est ainsi que le 25 mai 1963, l'Organisation de l'Unité africaine fut créée à Addis Abeba en Éthiopie. À l'époque, 32 États seulement étaient signataires de la charte de l'OUA. Le Guinéen Diallo Telli fut désigné premier secrétaire de l'institution. L'OUA qui a été créée par les pères fondateurs et Sékou Touré, le président guinéen, était au premier plan de cette création parce que c'était un panafricaniste averti. La création de l'OUA répondait à un besoin de rassemblement, à un besoin de fédérer les forces afin de pouvoir d'abord terminer la décolonisation de l'Afrique, assurer l'éveil et l'émancipation des populations africaines et se tourner vers le développement. Le 9 juillet 2002, lors du sommet de Maputo au Mozambique, l'OUA change de dénomination et devient Union africaine, UA, avec pour cheval de bataille l'établissement de la paix et la démocratie pour le développement du continent. Le Sud-Africain Thabo Mbeki devient le secrétaire général de l'UA et met en place des organes tels que la Commission de l'Union africaine, le Parlement africain, le Conseil de paix et de sécurité, entre autres. L'OUA se donnait pour objectif de promouvoir l'émancipation des peuples africains. N'oubliez pas que l'Afrique colonisée, marginalisée, l'était aussi bien économiquement que culturellement. L'Union africaine, ce n'est plus décolonisé, mais c'est veiller à la démocratisation, à la promotion de la démocratie au niveau de tous les États du continent. Le Maroc s'était retiré de l'organisation en 1985 en signe de protestation contre la présence du Sahara occidental. Avec son retour en 2017, l'UA compte à ce jour 55 États membres pour une population de plus d'1 milliard d'habitants, 2 fois plus que l'Union européenne. Depuis sa création en 2002, une présidence tournante à la tête de l'institution a été mise en place. Le Sud-Africain Thabo Mbeki fut le premier président de l'UA. Quant au Guinéen Alpha Condé, il occupe la tête de l'organisation du 30 janvier 2017 au 28 janvier 2018. Et parlons toujours du 25 mai. Le premier objectif a été atteint. Les pays africains ont réussi à s'unir, mais les défis et perspectives restent nombreux. C'est ce qu'a fait savoir l'ex-premier ministre guinéen sous le régime du capitaine Moussa Dadis Camara en ce 58e anniversaire de l'UA. Cabinet Camara pense que les dirigeants et chefs d'État africains ne multiplient pas assez d'efforts pour le progrès social, politique et économique du continent africain. Justin Leno et Abou Korea Kourma. 58 ans d'existence depuis sa création le 25 mai 1963.
L'Organisation de l'Unité africaine, devenue l'Union africaine en l'an 2002, s'est fixée pour objectif d'unir les forces des pays africains pour un progrès sur tous les plans. Le premier objectif, lui, a été atteint. L'organisation a été créée, mais ce n'est pas tout. Les pays africains se sont donné la main, la Guinée a payé un lourd tribut pour aider l'Angola, la Guinée-Bissau à se libérer. Les pays de la ligne de front, qui étaient donc le Kenya, la Tanzanie particulièrement, ont aidé le Mozambique, l'Afrique du Sud, également l'Angola et d'autres. Le Mali a beaucoup supporté l'Algérie. N'oubliez pas qu'une bonne partie de la guerre d'Algérie, les gens étaient basés dans le nord malien pour supporter donc la libération de l'Algérie. Donc cet objectif a été atteint. Alors, il reste maintenant à réaliser réellement l'union politique et économique du continent, qui lui reste un débat, un objectif extrêmement difficile à atteindre. Les défis à relever sont nombreux. Ils s'expliquent d'abord par les conflits d'accession au pouvoir, l'incapacité du continent à prendre son envol économique, mais aussi la lutte contre l'insécurité. Le sommet de février a occulté un peu cette question, puisqu'il y avait en ce moment-là le Mozambique qui commençait à donner des poussières de fièvre. On n'en a pas beaucoup tenu compte. Il y avait au Cameroun la lutte entre les anglophones et le gouvernement central, et surtout en Éthiopie, l'Érythrée, le gouvernement central, qui s'ajoutait maintenant au conflit récurrent du Sahel. Les défis, c'est aussi l'année 2020-2021 qui n'est pas en train d'être rose pour l'Afrique à cause de la pandémie de Covid-19 qui frappe le continent de plein fouet. Deuxièmement, il y a cette grande pandémie qui s'abat sur l'Afrique. Et il est heureux que le sommet qui s'est tenu en février dernier sous la présidence du président sud-africain ait mis l'accent sur la façon dont les pays devraient se donner la main pour combattre la pandémie. Les dirigeants et chefs d'État du continent sont donc tournés vers l'agenda 2063 qui vise à faire de l'Afrique la puissance mondiale de demain en donnant la priorité au développement social et économique, à l'intégration continentale et régionale et à une gouvernance démocratique assurant la paix et la sécurité des populations. Dans cette optique, le rôle du nouveau président de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, s'annonce déterminant. Le président de la République démocratique du Congo va devoir se prononcer sur de nombreux dossiers. Le week-end dernier, il a rencontré notamment des responsables égyptiens et soudanais dans le cadre des négociations sur le barrage contesté de l'Éthiopie sur le principal affluent du Nil. Il doit également présenter prochainement une position commune sur la question du Tchad, où le fils du président défunt Idriss Déby a pris le pouvoir en avril dernier en devenant le président du Conseil militaire de transition. L'Union africaine souhaite également intervenir au Mali où elle vient d'annoncer une aide à la sécurité dans le pays. 3000 soldats vont être déployés dans la région du Sahel où les pays luttent contre de multiples groupes armés. Nous restons pratiquement dans le même cadre. Chaque jour, des personnes meurent en Afrique des suites de maladies tropicales, mais aussi des pandémies qui s'y ajoutent. Pourtant, à la création de l'Union africaine, une commission de santé publique a été mise en place. Malheureusement, le constat reste alarmant quant à l'indépendance de l'Afrique dans la prise en charge de ses propres malades, situation contre laquelle l'ancien président de la commission santé de la 8e législature de la République de Guinée s'indigne et invite les pays membres à plus de responsabilités. Le reportage signé Ali Badara Kamara et Ibrahima Sori Kamara. Plus de 4 millions de cas de Covid-19 ont été confirmés sur le continent africain avec 128 463 cas de décès. Des chiffres auxquels s'ajoutent des victimes de plusieurs pathologies que connaît l'Afrique depuis des années. Sur le terrain, le constat laisse à désirer quant à la prise en charge des patients en Afrique. L'honorable Ben Youssouf Keita pense que la Commission santé de l'Union africaine doit être proactive dans la résolution des crises sanitaires en Afrique. Il est clair que la Commission santé de l'Union africaine devait prendre le devant, informer à ce qu'elle peut les commissions santé des nations qui forment l'Union africaine, afin que des dispositions soient prises pour aider les ministères de la santé à gérer
cette pandémie de Covid-19. L'oisiveté de l'Union africaine à travers sa commission chargée des questions de santé publique en Afrique se motiverait par le faible budget des pays membres destinés à leur système de santé. Aujourd'hui, il n'y a aucun pays de la sous-région ou même de l'Afrique, en dehors de l'Afrique du Sud et du Nigeria, qui donne 15% du budget au ministère de la Santé. Et ça, c'est le plancher. Tant que nous n'avons pas ça, on ne peut pas parler de bonne santé en Afrique. L'ancien président de la commission santé, éducation, sport et arts de la 8e législature de la République de Guinée préconise des solutions pour une véritable indépendance de l'Afrique en matière de santé. L'Afrique a des scientifiques. Il faut mettre les moyens de recherche à la disposition de ces scientifiques pour ne pas que nous soyons à la traîne, que nous attendions toujours l'Occident qui crée des vaccins pour nous, des médicaments pour nous. Et c'est l'occasion pour moi de saluer le Burkina Faso qui, aujourd'hui, est en train de mettre sur pied un vaccin contre le paludisme. Il déplore aussi le faible taux des Africains vaccinés contre la Covid-19 sur 1 milliard de personnes vaccinées dans le monde. Autre fait de l'actualité, le syndicat des professionnels de la presse guinéenne, SPPG, a tenu son 3e congrès ce mardi à la Maison de la Presse, congrès au cours duquel le nouveau bureau exécutif a été mis en place. Sur 3 candidatures, Sékou Djamal Pendassar a été élu secrétaire général de ce nouveau bureau qui est désormais chargé de gérer les affaires matérielles et morales des journalistes professionnels membres. Le compte-rendu de Fatoumata Bintabari et Ibrahima Sori Sengsouma. Sur 30 membres du congrès électif du syndicat des professionnels de la presse guinéenne, il y a eu 13 candidats aux différents postes à pourvoir. Souscrit au scrutin à main levée, le nouveau bureau exécutif a été élu. Sékou Djamal Pendassar arrive en tête avec 17 voix. Nous avons fait une remarque, c'est que ce n'est pas parce que les journalistes n'ont pas de niveau, mais nos confrères, certains manquent d'informations. Vous pouvez avoir le niveau qu'il faut, mais il y a certains aspects des textes de loi qui vous échappent. Nos efforts sera de faire en sorte que la L002, tout ce qui l'accompagne, soit vulgarisé. Même proposition faite par le représentant de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée à ce congrès. La formation des journalistes est prioritaire pour qualifier davantage leurs prestations. Madiou Diallo exhorte le nouveau bureau à emboîter les pas de leurs prédécesseurs qui ont fait leurs preuves. Les portes du CNTG leur sont ouvertes. On va vous présenter officiellement et on va valider le bureau officiellement. À partir de là maintenant, toute la documentation que vous désirez avoir, nous allons mettre ça à votre disposition et on va vous donner le canevas de travail, comment on va travailler ensemble pour mieux vous mettre à niveau afin que vous puissiez jouer votre rôle de syndicat pour la défense des travailleurs de la presse professionnelle. Réjoui de la tenue de ce congrès, l'ancien secrétaire général du syndicat de la presse privée de Guinée félicite ses camarades. J'encourage tout le monde et je suis très fier. Je rends grâce à Dieu parce que le bébé qu'on a eu à adopter depuis des années, Dieu merci, le bébé a grandi, le bébé est en train de grandir et c'est une fierté pour tout le monde. Dénommé auparavant syndicat de la presse privée de Guinée, cette structure a changé de statut et règlement intérieur. Elle devient ainsi syndicat des professionnels de la presse guinéenne. Un reportage de Fatoumata Binta Bari. Elles sont plusieurs familles actuellement privées d'électricité. Un chauffeur de camion a détruit sur une distance d'1,1 km des câbles de basse tension. Les équipes techniques de l'électricité de Guinée évaluent les dommages et tentent de rétablir le courant. Comment en est-on donc arrivé là et quel est le sort réservé à l'auteur de tous ces dégâts? Les éléments de réponse avec Mamadou Sadio Baldé et Abou Korea Kourma. Il pleuvait quand le chauffeur a détruit ses câbles électriques de basse tension. Des poteaux électriques n'ont pas été épargnés.
Sur une distance d'1,1 km, les dégâts sont les mêmes. Il a fallu que l'auteur soit bloqué net dans sa folle course pour limiter l'étendue des dommages. Donc le balancement que le camion faisait là, le chose est décalé, quoi. Le robinet est décalé encore. Ben n'est pas pu descendre, c'est calé, ça n'est pas pu descendre maintenant, mais ça a pleuré en ce temps. C'est là-bas que le camion, le Ben a pris le fil en haut. En ce temps-là, je ne savais pas s'il y a un dégât derrière moi. À peine informés, les équipes de l'électricité de Guinée se sont rendues sur le terrain pour constater les dégâts. Et vous voyez, tout au long de la ligne, sur plus d'une distance de plus d'1 kilomètre, il a arraché les fils, il a détruit les poteaux. Il a même failli mettre la vie d'un taximètre en danger. Après ces manœuvres, il n'a pas descendu sa benne. Il a continué à marcher tout le long de la route, de KPC en passant sous la corniche jusqu'à la station TMI, en remontant vers la Société Générale ici. Mais tout le long de son parcours, les câbles BT, que nous appelons dans notre jargon les câbles basse tension alimentant les clients domestiques, il a ramassé tous ces câbles-là, son parcours jusque-là. Le chauffeur travaille pour une société chinoise. Après évaluation, l'entreprise sera saisie. Mais en attendant, EDG tente de rétablir l'électricité. Aux consommateurs directement impactés, un appel au calme est lancé. Nous allons rapidement évaluer tous les préjudices, évaluer la valeur de l'énergie non distribuée et mener des actions dans les jours à venir pour pouvoir être réparés dans nos droits. Mais pour l'heure, je voudrais lancer un message à l'endroit de toute la population de Lambaning que EDG est en train de prendre toutes les dispositions pour rétablir le courant rapidement dans les heures, dans les jours à venir. En attendant la fin des travaux, les ménages et autres consommateurs devront prendre leur mal en patience. L'huile à performance des moteurs pour le meilleur entretien des véhicules, c'est la nouvelle marque de Total lancée ce lundi. L'objectif est d'apporter la simplicité, la performance, l'efficacité et minimiser la souffrance des conducteurs de véhicules, gros camions et d'autres engins roulants. Le produit est disponible en 5 couleurs, permettant aux clients de mieux identifier l'huile qu'il faut pour leur véhicule. Le reportage de Makissa Kamara et Aboubakar Keke Bangora. Total innove en changeant les bidons et les étiquettes de ses lubrifiants. Avec un contenu léger d'une performance à l'état pur, Total offre à ses clients des huiles de moteur indiquées pour le vidage sans aucune inquiétude. En fonction de la performance du moteur, les couleurs de l'emballage sont mieux identifiées pour faire le bon choix. La différence entre l'ancien et les nouveaux, c'est la légèreté du bidon. Donc le nouveau bidon est plus léger. Ça permet aussi à Total de montrer qu'on est dans notre ambition d'être la major de l'énergie responsable. Parce qu'un bidon plus léger à transporter, c'est 9500 tonnes de CO2 d'émissions en moins. L'huile est parfaitement adaptée au moteur grâce à la nouveauté des nouveaux emballages qui donnent la visibilité aux étiquettes. L'huile et la performance des moteurs, elle est en permanence dans notre esprit et donc c'est pour ça qu'on a plus de 130 chercheurs dans notre centre de recherche et développement qui tous les ans développent des nouvelles formulations. Ils développaient des nouvelles formulations dans l'ancien bidon, dans l'ancien packaging et ils vont continuer d'en développer de nouvelles dans le nouveau bidon. Désormais, Total invite les propriétaires de véhicules à ne pas manquer ce rendez-vous. Que ce soit un moteur essence, un moteur diesel, un moteur récent ou un moteur plus ancien, ou un scooter, un 2 roues ou un camion. On a bien sûr toutes les huiles sur le marché qui sont disponibles pour répondre à tous les besoins. Et là, c'est encore plus clair qu'avant. Ces produits sont disponibles à un prix abordable dans toutes les stations Total en Guinée. Et hors du pays, nous partons sur le continent. Je vous l'annonçais tantôt, les militaires maliens ressurgissent sur la scène politique. Un nouveau coup d'État intervient dans une crise sanitaire, sociale et politique. Contrairement à ce qui s'est passé au Tchad, la communauté internationale se mobilise, hausse le ton et condamne. Mamadou Kalisso et Alseni Kamara. Les militaires maliens ont pris goût du pouvoir. Contrôler la sphère politique est moins contraignante que d'aller affronter les terroristes au nord du pays. Les autorités de la transition viennent d'être destituées. Ce coup de force intervient quelques heures seulement après la publication de la liste du nouveau gouvernement.
Dans cette nouvelle équipe, les ministres de la Défense et de la Sécurité représentant les putschistes ont été écartés. Une façon de réduire l'influence des militaires sur la gestion du pouvoir. Une pilule difficile à avaler pour la junte malienne, surtout lorsqu'on observe l'indulgence avec laquelle la communauté internationale a fait preuve face au coup d'État réalisé au Tchad après la mort d'Idriss Déby. Est-ce que les militaires se sont dit qu'il faut remettre le compteur à zéro et peut-être faire valoir, justement invoquer le 2 poids 2 mesures de la communauté internationale pour peut-être redessiner, imposer une nouvelle donne politique, imposer à la communauté internationale un nouveau schéma? Après ce coup d'État, la communauté internationale, dos au mur, doit se mobiliser à nouveau pour statuer. Une mission de la CEDEAO devrait se rendre au Mali ce mardi après-midi. L'ancien Premier ministre guinéen regrette déjà ce coup de force. Nous osons espérer que la fermeté va demeurer pour que enfin, le Mali ne replonge pas encore dans un périple de recommencement. Ce remaniement ministériel, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, intervient suite à la grève déclenchée par l'Union nationale des travailleurs du Mali, qui a paralysé tout le pays. Selon cet éditorialiste, il faudrait un véritable toilettage de l'élite malienne, faire renaître la confiance entre gouvernants et le bas peuple. Aussi longtemps que les gens n'auront pas reconstruit ça, si on ne fait pas le bon diagnostic et naturellement on propose dans la foulée le bon remède, on va faire du colmatage, mais chaque fois l'édifice va s'écrouler. Pendant ce temps, plus de la moitié du pays se trouve dans les mains des terroristes que les femmes peinent à déloger. Et ce journal, réalisé par toute la rédaction d'Espace TV, prend fin. Merci pour l'attention, prenez soin de vous et bonne soirée sur Espace TV.